Ben, rebonjour tout le monde. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, ça va. Ok, très bien. Ben, donc normalement la dernière fois nous avons vu euh, l'ETP JSF login. Donc commençons par un rappel par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. Ben, normalement nous avons parlé de notre framework Spring. Là, donc est-ce qu'il propose une technologie de vue déjà? Spring. Non. Ben, donc, Non. pour pouvoir travailler sur un projet web, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour avoir une application web développée sous Spring, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut intégrer une technologie. Il faut? Il faut intégrer une autre technologie de vue. Il faut intégrer une technologie de vue. Par exemple, là, est-ce qu'il y a des propositions par rapport à ça? GSF, GSP, Imleaf. Mhm. Très bien. B. Donc, déjà, il est important de savoir que Spring, en tant que framework, il ne propose pas une technologie de vue. Donc, lors des séances précédentes, nous avons proposé de vérifier déjà qu'il peut envoyer une requête HTTP, qu'il peut maintenant recevoir une requête HTTP et envoyer une réponse HTTP à travers l'utilisation de Postman. Donc, nous avons testé l'exposition des web services et la consommation de ceux-ci à travers l'utilisation de Postman. Donc, c'est ce que nous avons vu par rapport à Spring MVC. D'accord? Après, nous avons désiré insérer également une technologie de vue, bien sûr externe à Spring, puisque celui-ci ne propose pas de technologie de vue, pour qu'on puisse avoir une application donc web complète. D'accord? Donc la dernière fois, nous avons parlé des notions de JSP Servlet déjà. Euh, Est-ce que ces technologies sont toujours d'actualité, là, les JSP Servlet? Non, ils sont appelés. Voilà, donc déjà on parle de technologie obsolète. Non, Très bien. GSP En n'est fait, plus utilisé. il y a certaines entreprises qui continuent à l'utiliser, mais donc ce n'est plus vraiment intéressant de le faire. Si vous êtes dans une entreprise qui l'utilise, bien sûr, il va falloir l'utiliser, mais donc les entreprises sont en train de changer de technologie petit à petit. Donc, rares sont les entreprises qui continuent à utiliser les technologies JSP Servlet. D'accord? JSP Servlet, c'est basé sur MVC1, sur le design pattern MVC1, alors que JSF que nous avons choisi d'utiliser pour ce cours-là propose l'utilisation d'MVC2. Donc, qui peut nous rappeler la principale différence entre MVC1 et MVC2, Laoulé? La différence, c'est que MVC2, on a un seul contrôleur pour les vues. L'architecture MVC2 fait un seul contrôleur. Donc, tel MVC1 colle entité le contrôleur Voilà, entier. très bien. Ben, et donc, pour résumer, on a parlé de la notion de design pattern. MVC. Pour nous, donc la première version, numéro 1, MVC1, donc c'est le fait d'avoir un contrôleur par action. Donc pour chaque action, on va créer un nouveau contrôleur. Donc, autrement dit, pour chaque page JSP, par exemple, on aura un servlet, voilà, une servlet, les deux sont corrects, qui va lui être associé. Donc, déjà, on parle d'un contrôleur par action, alors que lors de l'utilisation d'MVC2, on aura une seule classe Java pour appeler toutes les actions désirées. Donc, JSF pour nous, par exemple, la technologie JSF fonctionne selon MVC2. Donc, on aura une classe Java unique qui va permettre d'appeler toutes les actions que l'on voudrait faire. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va, madame. Très bien. Ben, donc, l'autre fois, nous avons évoqué l'utilisation d'MVC2
et la technologie JSF, justement, qui implémente MVC2 pour pouvoir donc travailler sur la partie web de notre projet. D'accord? Donc, déjà, pour vous montrer, donc, la dernière fois, nous avons travaillé sur ce projet. Je vous montre sur Astaïs directement. Donc, voici notre projet. Donc, nous avons créé la partie web là, sous Web App. Donc, vous avez là, on a les dossiers template pour notre template. Par exemple, footer, header et template.xhtml. Au niveau desquels, donc, nous avons proposé une vision par rapport à notre template. Bien sûr, vous pouvez proposer autre chose. Hein. C'est juste un choix par rapport à ça. Et le chemin absolu de notre application, il est où par rapport à la partie web? Quel est le chemin absolu selon lequel on raisonne? Pour le dossier web app. Voilà, le dossier web app, c'est le chemin absolu de l'application. C'est-à-dire que si vous voulez indiquer l'emplacement d'une page pour pouvoir y accéder et pouvoir l'afficher, il va falloir juste indiquer son chemin à partir de web app, bien sûr sans citer web app. Hein. Donc, bien sûr, là, sans avoir à parler de web app, il suffit d'indiquer l'emplacement de celle-ci par rapport au chemin absolu. Bien sûr, vous pouvez, par exemple, créer un dossier qui s'appelle Pages, au niveau duquel vous pouvez choisir de créer des dossiers, par exemple l'espace admin, l'espace employé. Vous pouvez donc proposer de créer des dossiers selon donc le type, voilà l'espace, le type de l'utilisateur désiré, administrateur, employé, comptable, etc. Par exemple, là vous pouvez proposer votre template. Donc là, Web 1, c'est par rapport à la configuration. Donc, web.xml, c'est tout ce qui est configuration relative à votre conteneur web, donc à votre serveur web. Pour nous, il s'agit de Tomcat, Apache Tomcat. Bien sûr, ils sont créés automatiquement, donc on n'a pas à les modifier. Faces config, il est lié à tout ce qui est configuration par rapport à la partie JSF. D'accord? Voilà. Donc là, donc on a à créer nos pages. Donc, la dernière fois, ce que nous avons vu la dernière fois, c'était de proposer la création d'une page de login déjà, hein, login.xhtml, et qui va nous permettre donc d'être redirigé vers la page Welcome si l'employé en question, il existe bien au niveau de la base de données, et si son rôle est bien admin, donc on le redirige vers la page Welcome qui lui propose juste d'afficher bonjour et hop, on affiche son login, c'est-à-dire son adresse email. D'accord? Donc ça, c'était le TP de l'autre fois. Donc c'était juste de pouvoir tester une page de login parfaitement fonctionnelle qui peut effectuer la redirection vers une page welcome en cas de succès d'authentification et si son rôle, il est bien administrateur. Donc ça, c'était le TP de l'autre fois. Les différentes parties dont nous avons également parlé, c'est ces XMLNS. Qui peut nous rappeler ces XMLNS, c'est quoi au juste? Déjà, c'est l'abréviation de quoi, déjà? C'est pas non. XMLNS. Namespace. Voilà, XML Naming Spaces. XML Naming Spaces, c'est une sorte de bibliothèque qui permet d'indiquer, par exemple, ici, pour le F2 point, il s'agit de l'utilisation de parties de syntaxe relative à JSF uniquement. Alors que là, le H2 point, c'est le fait de pouvoir utiliser HTML selon JSF, c'est-à-dire à quelques modifications près, en appliquant les indications, voilà, les recommandations JSF. Par exemple, UI, ça, le User Interface, pour dire que l'on va pouvoir utiliser la notion de facelet sous JSF pour pouvoir afficher tout ce qui est donc fenêtre par rapport à un message à afficher ou autre. D'accord?
Donc là, ces XMLNS, XML Naming Spaces sont très importantes à partir du moment où, par exemple, ici, par rapport au formulaire, c'est vrai que la syntaxe, elle ressemble énormément à l'utilisation sur HTML, sauf que c'est à quelques modifs près selon la vision JSF. Donc, c'est hyper important de mettre le H de point. C'est-à-dire que si vous l'oubliez, ça va pouvoir vous générer des problèmes après. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça et ne pas oublier de mettre le H de point avant panel group, form, etc., les différents éléments que l'on va intégrer au niveau de notre page. D'accord? Ça va? Oui, madame. Après, par rapport à l'utilisation de notre template, comment on est en train d'effectuer l'utilisation de notre template? Vous voyez que là, au niveau du template, nous avons UI de point include. C'est pour dire quoi déjà? Include par rapport au header et par rapport au footer, c'est-à-dire? Ajouter les deux pages. Voilà, c'est-à-dire que nous avons intégré l'utilisation de la partie header et de la partie footer ici au niveau de notre template. Après, UI de point insert, user interface de point insert, c'est pour dire que c'est un point d'insertion. Le premier, il a comme nom menu et le deuxième content. Après, quand une page va utiliser notre template, là, vous voyez l'indication par rapport au template, il suffit d'indiquer ici, UI de point define, c'est pour dire que c'est le contenu de point d'insertion content. C'est-à-dire que là, au niveau de content, il va apporter la totalité de ces éléments-là. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne par rapport à l'utilisation de notre template. Par rapport à un point d'insertion et le contenu de ce point d'insertion. UI de point insert, UI de point define. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Et ça, c'est toujours un rappel par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois à l'OLED. Donc, nous avons créé une page de login au niveau de laquelle on a créé un panel grid qui est une sorte de tableau avec deux colonnes. On l'a défini avec deux colonnes. Donc, ici, donc à gauche, donc là, vous voyez login, mot de passe, et vous avez deux champs par rapport à ces deux éléments-là. Pourquoi cet élément-là, il ne s'affiche pas comme le login de mot de passe? Comment on l'a fait? Vous voyez que là, on a choisi un input texte pour le login, alors que pour le password, on a fait comment? Input secret. Voilà, input secret pour ne pas l'afficher comme ça sur les écrans des clients. D'accord? Après, en cliquant sur le bouton de connexion, bien sûr, on travaille en utilisant XHTML, c'est-à-dire il y a du code XML, du code HTML. Donc, on raisonne toujours en termes d'ID. Donc, les éléments, on parle donc de différents éléments qui sont désignés à partir de leur ID. Par exemple, le formulaire, il a un ID. Si on avait deux formulaires au niveau de cette même page, on aurait défini bien sûr des ID différents. Par rapport au panel grid également, donc on raisonne en termes de composants et chaque composant est désigné à partir de son ID déjà, d'accord? Donc ça, ce sont des choses importantes à connaître pour pouvoir manipuler les différents éléments au niveau de nos pages web, d'accord? Ben, autre chose, donc là, en définissant le bouton par son ID, donc on va lancer suite à ça une action. Une action, là, donc on est en train d'utiliser une syntaxe bien particulière pour pouvoir faire appel à notre contrôleur. C'est-à-dire que là, à partir de notre interface, on est en train de faire appel à ce qui est nécessaire par rapport au user controller. Le user controller, lui, il va faire ce qui est nécessaire pour appeler le service correspondant. Le service, lui, il va faire ce qui est nécessaire et appeler si besoin est la partie repository. Celle-ci va manipuler les entités qui, eux, bien sûr, ils retrouvent leur persistance au niveau de l'SGBD. Donc, c'est ça la démarche non formelle de tout ce que l'on va pouvoir manipuler à partir de nos interfaces. D'accord? Ben, donc là, quelle est la syntaxe qu'on est en train d'utiliser ici par rapport aux actions?
Regardez, ce langage, c'est quoi? Java, madame. Est-ce que c'est du Java? En mettant ce dièse, en ouvrant ces accolades, est-ce qu'on est en train de manipuler Java? Oh, GSF, GSF. La GSF est une technologie. Ça, c'est un langage. On en a parlé l'autre fois. Ça, C'est du Java. Le contrôleur du Java. pour pouvoir appeler le contrôleur, on a besoin d'utiliser la syntaxe d'un langage bien déterminé. On l'a nommé la dernière fois, L. Ça vous rappelle quelque chose? Madame, expression language. Voilà, très bien. Qui vient de parler? Mohamed. Voilà, très bien, Mohamed. Donc, expression language. Mohamed, est-ce que tu as une idée sur ce langage-là? Madame, juste نعرف الاسم. Ben, en fait, on en a parlé la dernière fois, l'expression language, c'est le langage qui nous permet d'appeler du code Java, hein, des éléments de Java à partir d'une interface, à partir d'un code HTML. Permet l'accès à des composants Java à travers des JSP. Ah, Martaba, est-ce qu'on est en train de manipuler des JSP, des pages JSP? Il faut toujours essayer d'assimiler ce qu'on est en train de faire pour pouvoir personnaliser les différents éléments. C'est vrai que en utilisant JSP, on aurait très bien pu l'utiliser, mais là, on ne parle même pas de JSP, d'accord? Ben, oui, à partir de GSF, plus précisément à partir des pages web, donc on a la capacité de faire appel à des éléments Java. Donc là, vous voyez, normalement, notre user controller, donc le U, c'était en majuscule par rapport au nom de la classe, alors que là, le U, il est en minuscule. Pourquoi? Est-ce que c'est le nom de la classe ici? Madame, برا بتنجم تعاود الكويستيون. Est-ce qu'ici, c'est le nom de la classe ou c'est le nom de quoi au juste ici? User Les controller. contrôleurs. Non, c'est le nom de le contrôleur que là, le donner dans la notation. C'est le nom du contrôleur, c'est-à-dire. مادام احنا في الكنترولر نتاعنا عملنا انوتاسيون من فوق فيها كنترولر نيم ولا بي نيم Mhm. فيها النوع بك. Ben, c'est important. Ben, donc, selon vous, est-ce que c'est le nom d'une classe, par exemple? C'est le nom de la classe donc, correspondante ou est-ce que c'est le nom d'une instance du contrôleur? Madame, normalement une instance. Voilà. Donc, c'est le nom d'une instance. Déjà, pour pouvoir l'utiliser, on ne va pas manipuler la classe en elle-même, mais plutôt une instantiation de celle-ci, une instance de notre contrôleur. Donc, voilà pourquoi le U, c'est en minuscule. Si on n'a pas renommé, on aurait utilisé le même nom de cette classe-là avec un U minuscule comme ici. D'accord? Après, point, soit on fait appel à une méthode comme ici, d'où login, soit ici, usercontroller.password, c'est exactement comme si on a fait un appel à la méthode set relative au password. Donc là, on a au niveau de l'utilisation d'expression language, de l'expression language, donc on a comme syntaxe un dièse, accolade, et hop, vous mettez le nom de l'instance. Donc, bien sûr, le U, la première lettre, c'est en minuscule puisqu'il s'agit d'une instance de la partie controller. Point. Vous faites appel soit à une méthode comme ici pour l'action sur à partir du clic sur un bouton, soit pour pouvoir remplir des champs comme ceci.
Donc, on va remplir ces champs-là. Donc, on va récupérer les informations à partir des interfaces pour pouvoir les envoyer vers le contrôleur. Pour pouvoir le faire, donc, il va falloir faire appel à la méthode set, puisque ces attributs-là sont private, bien sûr, comme vous pouvez voir ici. Voilà, donc nos attributs sont tous private, donc c'est important d'avoir à faire appel à la méthode get et set, les méthodes get et set pour pouvoir manipuler ces éléments-là. Donc quand vous voyez là point login, c'est exactement comme si on a fait un point set. C'est ce qui se passe réellement. Donc c'est que automatiquement JSF nous rajoute un set ici et elle fait appel à la méthode setLogin. Autrement dit, si vous n'aviez même pas d'attribut nommé login et si vous aviez une méthode set, donc il va automatiquement faire appel à la méthode set sans avoir à manipuler l'attribut en question. D'accord. Si vous avez bien sûr à afficher un élément, c'est comme si vous avez fait directement appel à la méthode get sans avoir même l'attribut, vous pouvez l'obtenir. D'accord. Donc déjà, c'est important à savoir ça. Ça va? N'hésitez pas à poser vos questions, Lovelaid. Hein. وي سافا مدام. اما مدام السنتكس نتاع الاكس اتش تي ام ال تحسه صعيب شويه وما تلقاش اون ليني هكا معناها دوكيومونتاسيون ولا حكايه. En fait, Mohamed, vous voyez là, donc on a déjà le format qui ressemble énormément, les composants également, qui ressemble énormément à l'utilisation sous HTML, à quelques motifs près. Par exemple, ici, en rajoutant le H de point pour dire que c'est l'utilisation d'HTML selon la vision JSF. D'accord? Donc, au niveau de ce module-là, on va expliquer les parties dont vous aurez besoin pour pouvoir manipuler sous JSF une application web. D'accord? Oui, d'accord, madame. Ok, très bien. Donc ça, c'était un rappel par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir faire des traitements avancés, non seulement un login à partir de JSF, mais également de pouvoir assurer différentes méthodes, notamment. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est de voir donc est-ce que c'est bon pour l'authentification et pouvoir expliquer, bien sûr, la partie CRUD par rapport au JSF qu'on va expliquer ensemble. Après, le plus important, c'est d'avoir non seulement le CRUD, mais également les différentes méthodes que vous pourrez avoir donc pour un exercice donné, pour une épreuve donnée ou autre. Donc, c'est important de maîtriser les différentes parties par rapport toujours au même projet. Donc, on travaille sur le projet Timesheet. Donc, c'est important d'avoir toutes les opérations de CRUD par rapport aux entités. Donc, normalement, on a fait comme démarche qu'on a suivi. Donc, parlant de notre projet Timesheet. Donc là, au niveau de notre package entity, on a déjà créé les différentes entités. Par exemple, la partie user avec l'énumération rôle. Donc, nous avons notre entité. Donc, nous avons déjà fait la création de nos entités. Une remarque importante, si vous avez défini des constructeurs avec paramètres, donc c'est très important de définir également le constructeur sans paramètres. Ça, c'est important. Hein. Après, nous avons défini la partie repository qui va nous permettre de manipuler l'entité, par exemple, ici, user. Donc, chaque entité, on va lui créer la partie repository qui lui correspond et qui est en CRUD repository. Si on ne définit aucune méthode ici, c'est qu'on aura uniquement les méthodes prédéfinies par CRUD repository. C'est important de mettre ici, bien sûr, le nom de la classe, plus ici le type de l'ID, sachant que ça ne supporte que les types objets, et non pas les types primitifs. Donc, c'est important de choisir un type qui n'est pas primitif et de préférence le définir dès le début comme un type objet pour éviter donc les ambiguïtés ou les problèmes, pour avoir un code, autrement dit, un code cohérent.
D'accord? Après, vous allez pouvoir, bien sûr, définir d'autres méthodes pour enrichir votre CRUD repository à travers donc, la manipulation de l'entité user, par exemple. Vous pouvez donc définir d'autres méthodes. Vous pouvez également définir à partir de JPQL des requêtes, à partir de SQL natif des requêtes, etc. Ça, on en a déjà parlé. Hein. Ça, par rapport à notre projet Timesheet. Après, pour la partie service, nous avons défini donc les services relatifs à nos différents à nos différentes entités, donc employés, départements, entreprises, etc. Ceci est un exemple par rapport au user, au niveau duquel donc nous avons défini la méthode d'authentification par rapport à JSF et par rapport aux différentes méthodes de CRUD que nous allons voir ensemble aujourd'hui. D'accord? Après, bien sûr, nous avons la partie controller. On ne parle pas de user REST controller puisque on l'a utilisé donc à travers la notation at REST controller pour pouvoir exposer des web services, alors que là, en utilisant la partie web, on n'a pas besoin d'exposer des web services REST. Donc voilà pourquoi on n'en aura pas besoin ici. Donc on va utiliser uniquement la notion de controller qui va nous permettre d'effectuer des actions sur le user. Donc pour pouvoir faire appel à partir de nos interfaces, à partir de notre wastelet, pour pouvoir faire appel à tout ce qui est nécessaire pour manipuler une entité donnée, par exemple user, employé, département, entreprise, contrat, etc., par rapport à notre projet. D'accord? Après, au niveau de la partie contrôle, donc nous avons pu définir les deux méthodes, do login, do logout, que nous avons expliqué la dernière fois. La méthode do login pour pouvoir accéder donc à la page welcome si on est bien dans la base de données et si notre rôle est bien admin. Donc nous avons déjà parlé de ça. Donc user service.authenticate login et password. Donc nous allons faire la recherche de cet employé à partir de son login et de son password. S'il existe bien, donc s'il n'est pas nul déjà, et si son rôle est bien administrateur, donc on va le rediriger vers la page welcome qu'on a placée ici au niveau de pages/admin/welcome. Voilà. Vous voyez là la page welcome au niveau de web app sous pages sous le dossier admin. Après, sinon, donc si l'utilisateur il n'est même pas existant au niveau de la base de données, donc en cherchant on l'a même pas trouvé, donc c'est authenticate user est égal à nul, ou bien si son rôle n'est pas administrateur, donc dans ce cas, donc on va afficher le message login failed, please check your username, etc. Et donc on va rester au niveau de la même page login. Après, si on clique sur le bouton Logout par rapport à la déconnexion, c'est que nous allons être redirigés vers la page de login. Donc voilà, faces-redirect est égal à true, c'est-à-dire que l'on va activer la redirection vers la page de login. Ça par rapport aux méthodes do login, do logout. D'accord? Ça va? Après, ce que nous avons vu au niveau de Timesheet, à part les méthodes de CRUD, nous avons parlé des différentes méthodes évoquées ici au niveau de l'énoncé de Timesheet. Donc, profitons-en pour en parler maintenant ensemble. Donc, vous voyez, ça, c'est l'énoncé de notre timesheet. Donc, nous avions les différentes entités, les différentes associations entre les entités et les différentes méthodes que l'on doit implémenter par rapport à chaque entité. Donc, il y a de l'ajout, il y a de l'affectation, etc. Donc, quelques remarques importantes que j'ai évoquées déjà, mais que je voudrais rappeler avant de passer à l'implémentation de la partie additionnelle JSF par rapport à ces méthodes-là. Donc, déjà, le CRUD, on en a déjà parlé. Pour l'affectation, pour pouvoir, par exemple, affecter un employé à un département, un employé qui n'est pas affecté à un département et que l'on voudrait affecté à ce département-là. Donc, c'est important à savoir que en travaillant sur l'affectation, il est impératif de toujours affecter l'entité child qui contient le mapped by à l'entité parent. Autrement dit,
Autrement dit, on va travailler pour pouvoir assurer une modification sur une association donnée. Il est impératif de travailler sur le bout fort. Il faut agir sur le bout fort pour que cette modification puisse avoir lieu. C'est-à-dire que là, par exemple, en définissant ici, on est à égalité de cardinalité. Donc, qui est le bout fort dans ce cas? Employé département, la ولاد. ينجموا يكونوا زوج مثلا. كيفاش؟ Les deux à la fois ou لا مش les deux à la fois معناها ينجموا نختار يا l'employé يا le département. Voilà. Donc كيفاش là, on حطينا a في le choix. الكود المابة باي؟ Hmm. احنا وين حطينا المابة باي في يعني امبليتي؟ Voilà, à égalité de cardinalité, on a le choix par rapport à notre bout fort et par rapport à notre bout faible. Donc voilà pourquoi, une fois que vous avez choisi le bout fort et le bout faible, il va falloir affecter le bout faible au bout fort, c'est-à-dire qu'il va falloir agir à partir du bout fort pour que l'on puisse avoir cette modification-là. Déjà, ça c'est hyper important à savoir. Donc, je le rappelle parce que c'est très important. Après, pour pouvoir, par exemple, désaffecter donc un employé d'un département, etc., pour pouvoir désaffecter un contrat à un employé également, pour pouvoir agir sur une association donnée, il va falloir agir toujours sur le bout fort. Euh, donc comme ici, donc l'affectation doit se faire donc il va falloir affecter le bout faible au bout fort. Autrement dit, il va falloir donc agir sur le bout fort pour que l'on puisse avoir toute modification désirée à partir d'une association donnée. D'accord? Après, pour pouvoir, par exemple, afficher par exemple, à partir d'une entreprise, par exemple, on voudrait afficher la liste de ses départements, ou à partir d'un département, on voudrait afficher la liste de ses employés, etc. Donc, c'est important de voir le fetch type, c'est-à-dire le type de recherche qu'on a déjà par défaut. Est-ce que ça nous permet d'avoir cet affichage, l'affichage de cette liste-là, oui ou non? Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que, par exemple, ici, à partir de l'entreprise, on voudrait afficher la liste des départements. Ici, donc, l'association, elle est de type one to many. Donc, est-ce qu'ici, le fetch type, il est de quel type déjà? Quels sont les types de fetch type qu'on a, Daouled? lazy ou eager. Voilà, lazy ou bien eager. Donc, une petite astuce pour reconnaître s'il s'agit du fetch type lazy ou du fetch type eager, suivez-moi bien. Donc ici, par exemple, si je commence à partir du département, j'ai une association many to one, c'est-à-dire qu'elle finit par one, c'est-à-dire qu'à partir d'un département, je vais avoir une seule entreprise qui lui y est associée déjà. Donc voilà pourquoi le fetch type par défaut, ça va être eager ou lazy. lazy. À partir du département, combien d'entreprises on a? Une seule. Une seule. Une seule. Donc, est-ce que ça va être gourmand en termes de ressources? Est-ce que ça va être lourd donc en termes de ressources, etc. Mohamed. Non, c'est une seule entreprise. Donc, Voilà, une seule entreprise. Donc, on va l'apporter directement avec le département en question. Pas besoin d'activer le fetch type.eagle parce que déjà, le fetch type, il est par défaut eagle. À partir du moment où ça finit par one, l'association, elle finit par one. Donc, on a un seul élément à récupérer. Donc, voilà pourquoi on va avoir le fetch type.eagle déjà activé par défaut. Quand est-ce que le problème se pose? Quand on a l'opération inverse, c'est-à-dire à partir d'une association one-to-many, donc à partir par exemple d'une entreprise, est-ce qu'on va avoir un seul département ou plusieurs? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs? plusieurs. On peut avoir un seul département et comme on peut avoir plusieurs. Donc, c'est une association one-to-many. Donc, on peut avoir une liste de départements qui sont associés à cette entreprise-là. Donc, à partir d'une entreprise, on va pouvoir avoir une liste de départements. Voilà pourquoi ce n'est pas intéressant d'avoir par défaut le fetch type eager. Voilà pourquoi il est par défaut activé au mode lazy. Donc, quand ça finit par many, donc déjà, on va avoir probablement une liste. Voilà pourquoi le fetch type, il est activé à lazy. Et dans ce cas, il va falloir faire quoi? Mettre le fetch type à Voilà, forcer le fetch
Fetch égale fetchType.eagle, c'est-à-dire forcer le type de recherche à eagle. D'accord? Même remarque pour les employés et les contrats, par exemple, quand on a une association qui finit par many et où on voudrait afficher cette liste-là, donc il va falloir forcer le fetchType à eagle. D'accord? Après, pour la suppression, par exemple, si on voudrait supprimer un département sans supprimer ses employés, donc il va y avoir un problème, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous autoriser à supprimer à partir du moment où il y a une affectation. Donc, il y a deux possibilités, soit vous procédez à la désaffectation, hein, et vous procédez à la suppression par la suite, soit vous voulez supprimer le département et la liste de ces employés en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir dans ce cas faire? Il faut faire Cascade cascade. type always. Est-ce que c'est le cascade.all obligatoire? Non, on peut faire cascade type.delete Mais et cascade franchement, type.exit, je pense. pas de delete au niveau du cascade type. On parle de Remove. remove. Voilà. Ah Donc oui, là, oui. Donc là, vous voyez que déjà, c'est déconseillé de mettre directement un point all ou un point remove sans vérifier si vous en avez vraiment besoin, d'accord? Donc, vous activez le type de cascade à cascade type.remove. Comme ça, vous allez pouvoir supprimer le département plus la liste de ses employés en même temps. Donc, ça dépend de la question, ça dépend de ce qu'on vous demande au niveau d'un exercice donné. Donc, déjà, vous savez comment manipuler les différentes méthodes par rapport à ça. Il y a aussi les possibilités par rapport à l'ajout. Par exemple, au niveau de l'ajout, on pourrait vous proposer, par exemple, ici, on pourrait vous proposer l'ajout d'une entreprise, puis l'ajout d'un département, puis l'affectation de deux éléments déjà existants. Comme on pourrait vous proposer l'ajout d'une entreprise, l'ajout de sa liste de départements et l'affectation en même temps, donc ajouter et affecter. Donc les deux opérations sont différentes au niveau du code déjà. D'accord? Donc, c'est important de savoir donc de vérifier est-ce qu'il s'agit de l'affectation de deux éléments déjà existants, ou bien est-ce qu'il s'agit d'ajouter d'affecter en même temps. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport aux différents services proposés par rapport à Timesheet. Mhm. مادام بربي ثم الكيستيون الثانية هذيك اللي فيها ماب اي وشايلد وكل ما فهمتيش بالباهي معناتها كي تعمل مثلا احنا عندنا امبلويي وديبارتمون والديبارتمون هو الشايلد يعني انا كي نعمل فورمولير لازمني ما فهمتيش شنو هي الكيستيون بالضبط Fine. لازمني نعمل Venez ici. affecter un employé شنو affecter un contrat à un employé toujours affecter l'entité child à Mhm. l'entité parent Voilà. اش معناها affecter l'entité child à l'entité parent Allez, c'est ce que nous avons parlé. Manta, c'est de quoi nous avons parlé, Tawa, justement. Ben, je reprends. Ben, par exemple, ici, département entreprise. Qui est le Beaufort ici? le Beaufort c'est le département. Voilà, c'est le département. Donc, pour pouvoir apporter une modification, pour pouvoir assurer, par exemple, une affectation d'un département à une entreprise, il va falloir agir sur le département, c'est-à-dire department.set enterprise, et vous récupérez l'entreprise en question. Et pas l'inverse, c'est-à-dire, voilà ce que ça veut dire que il va falloir affecter l'entité child à l'entité parent. C'est ce que ça veut dire. Ok, madame, d'accord. OK? Merci. Voilà, de rien. Ça va, Laulette? Vous me dites hein, s'il y a des questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au timesheet? C'est ce que nous avons évoqué jusque-là, les services. On va passer à comment pouvoir assurer l'utilisation de ces services à partir de la partie web, c'est-à-dire à partir de la partie JSF. Est-ce que ça va, Laulette? Oui, ça va. OK, très bien. Donc, déjà,
Donc là, nous avons parlé des services. Nous allons maintenant parler de la partie GSF relative au CRUD et aux différentes méthodes que nous avons évoquées jusque-là. Mais avant de passer à ça, je voudrais déjà connaître l'architecture sur laquelle on est en train de travailler, là. Donc ici, ça c'est un exemple d'une architecture à partir d'un projet, un PFE d'un étudiant. Donc là, on travaille sur le poste, la partie client. Ici, la partie serveur Node.js. Ici, Apache Tomcat. Et ici, notre SGBD. Pour nous, il s'agit de MySQL. Donc là, déjà, à votre avis, on a combien de tiers en parlant de l'architecture physique de cette application-là? مادام الباز دوني في سيرفر وحدها ولا 4. SGBD, oui. دونك سي Donc, Mhm. Combien de tiers? 4 مادام 4, madame. Oui, ici, il s'agit de 4 tiers. Le navigateur, le client léger, le serveur Node.js, donc notre Apache Tomcat, le serveur web, et l'SGBD, donc pour la partie accès aux données. Très bien. Ben, pour nous, si on ne va pas manipuler le serveur Node.js, puisqu'on est en train de travailler directement sur GSF, donc on n'aura pas besoin de ce serveur Node.js. Donc, à votre avis, on aura combien de tiers dans notre application web que nous sommes en train de manipuler? Voilà, tout simplement, très bien. On a directement 3 tiers. Donc, ici, notre client, le navigateur, donc le client léger. Après, notre serveur web, au niveau duquel, bien sûr, on aura également la partie métier par rapport aux couches logiques, puisque nous avons l'IOC container créé automatiquement, dynamiquement par Spring pour pouvoir créer les différents bin Spring, pour pouvoir les utiliser, etc. Après, la partie, donc la couche d'accès aux données, bien sûr, on parle de la partie repository, entity et la partie base de données. D'accord? Ça va? Oui, madame. Très bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment, toujours en travaillant sur le TP timesheet qu'on vient d'évoquer, la partie TP d'authentification, on l'a déjà faite. Donc maintenant, on va attaquer les parties CRUD par rapport à un employé donné. Donc on va travailler sur un employé, on va voir comment on va pouvoir assurer l'ajout d'un employé, la gestion des employés, la modif, la suppression, lister la liste des employés, supprimer, etc. La navigation entre les différentes pages également, comment ça se fait. Si j'ai plusieurs parties dans mon application, comment je vais pouvoir, à travers des liens hypertextes, avoir à rediriger notre utilisateur aux différentes pages de notre application. OK? Ben, commençons par l'ajout d'un employé. Bien sûr, on va pouvoir effectuer quelques modifications sur notre code pour pouvoir assurer la manipulation. Par exemple, ici, au niveau de l'entité employé, vous allez remplacer donc le boolean is active qui permet de vérifier si donc l'utilisateur il est bien connecté, oui ou non, par boolean actif. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, et donc lors de la récupération de ces éléments-là, comme tout à l'heure, je viens de vous indiquer que quand on fait appel à un attribut bien déterminé, donc on va avoir directement déjà donc l'ajout du mot get ou set selon le besoin, selon le contexte, au niveau de notre interface. Même remarque ici par rapport à Boolean, au lieu d'avoir un get, on aura donc l'ajout du mot is pour dire par rapport à un booléen, donc les accesseurs et les mutateurs par rapport au booléen. Donc syntaxiquement, c'est un peu différent. Voilà pourquoi on aura de toute façon l'ajout du mot is. Voilà pourquoi il est déconseillé de l'appeler is active parce que sinon on aura is active, ce qui n'est pas le cas. D'accord? Ben, ça par rapport à l'employé.
Après, bien sûr, vous allez ajouter tous les getters et les setters. Vous allez mettre à jour, bien sûr, les constructeurs, puisque en définissant les constructeurs avec paramètres, vous allez devoir également ajouter le constructeur par défaut. Ça, nous l'avons déjà évoqué. Bien sûr, ne pas oublier de supprimer toutes les tables au niveau de la base de données et de refaire, de refaire la création de notre base de données, relancer l'exécution de l'application pour pouvoir générer de nouveau les tables correctement puisque vous avez apporté des modifications au niveau des entités. Après, il va falloir bien sûr ajouter ici, pour ne pas pour ne pas laisser d'ambiguïté entre le nom de l'utilisateur qui est connecté et entre l'employé qu'on est en train de manipuler à travers des opérations de CRUD, etc. Donc, c'est important de rajouter au niveau de votre contrôleur l'attribut Authenticate User pour dire qu'il s'agit de l'utilisateur qui est en train, donc, qui est connecté au niveau de votre application. Donc, bien sûr, vous allez rajouter ces getters et ces setters. Ici, donc, même remarque par rapport aux lignes relatives à la recherche et la vérification de la bonne existence de cet utilisateur au niveau de la base de données. Donc, on va, donc, bien sûr, manipuler un employé donné. Donc, à travers l'authenticated user pour dire qu'il s'agit de l'utilisateur qui s'est connecté et non pas de l'employé que nous allons manipuler à travers des opérations de CRUD, etc. D'accord? Même remarque ici, au niveau du welcome, c'est juste pour éviter toute ambiguïté entre l'employé qu'on va manipuler à travers les CRUD et l'utilisateur qui est connecté authenticated user. OK? Après, notre objectif, ça sera d'ajouter un employé à travers un formulaire de la sorte. Donc, on va avoir un login, mot de passe, etc. Et hop, en cliquant sur le bouton Ajouter employé, on voudrait avoir cet employé-là ajouté au niveau de la base de données. Pour ce faire, voici le code qu'on va rajouter au niveau de la page Welcome. Donc, regardons de plus près. Tout d'abord, on va créer un panel group qui va rassembler les éléments qu'on va manipuler, au niveau duquel donc, on aura bien sûr 2 colonnes et donc on va ouvrir un formulaire. Ne pas oublier le H de point toujours pour dire que l'on est en train d'utiliser HTML selon la vision JSF. D'accord? Après, ici, donc login, email, après mot de passe, nom, prénom, actif ou inactif. Donc ici, on va toujours employee controller.email. Donc, ça fait appel à la méthode set pour récupérer à partir d'ici. Donc, à partir d'ici, à partir de ces champs-là, on va récupérer les informations pour les envoyer au controller. Donc, c'est comme si on a fait un set pour récupérer déjà ces éléments-là et les insérer au niveau de employeecontroller.password. D'accord? Après, pour la partie actif ou inactif qui est normalement de valeur booléenne. Donc, si vous cochez ici, il va la reconnaître comme actif. Si vous ne cochez rien, il va la reconnaître comme inactif. Pour indiquer ceci, donc on va récupérer cet élément-là au niveau de actif qu'on a déclaré déjà comme booléen au niveau de notre contrôleur. Après, en cliquant sur le bouton Ajouter employé, donc on va lancer la méthode add employee. En réalité, il va faire quoi? Il va ici au niveau de notre contrôleur, hein, controller employee amp. Donc ici, la méthode addEmployee, elle va lancer la méthode employeeService.add or update employee qui va nous permettre d'assurer cette opération-là qui, elle va faire quoi ici au niveau de notre service? Elle va faire appel à employeeRepository.save, tout simplement. D'accord? Ça va? Donc, les parties repository, service et controller, on l'a déjà vu. Ce qui est nouveau, c'est cette partie-là par rapport à comment appeler à partir du controller ce qui est nécessaire pour pouvoir assurer cet ajout qu'on connaît déjà et qu'on a déjà fait.
Est-ce que ça va, la Vous me dites si ça va ou là s'il y a des questions. Ça va, madame. Ok, très bien. Oui, ça va, madame. Après, pour le rôle maintenant, on voudrait récupérer la liste des rôles qu'on a définis comme enum au niveau de notre code. Déjà, je vous recommande fortement d'avoir ici enumtype.string pour ne pas laisser le type par défaut qui pourrait vous générer des problèmes par la suite à partir du moment où il ne force pas le type au niveau de la base de données comme chaîne de caractères. Ça, c'est important. Donc ici, au niveau des rôles, comment on va pouvoir récupérer ça? Donc, on va mettre à jour donc le controller employee ample. Donc ici, on va rajouter getRoles, cette méthode-là. Donc, pas besoin de créer des rôles, puisque, comme je vous ai précisé tout à l'heure, en faisant appel à employeeController.role, donc déjà, vous faites appel à la méthode getRole, même si l'attribut role il n'existe même pas. Donc, il va directement faire appel à la méthode getRole. Et c'est pourquoi nous avons ici, la méthode getRole, c'est largement déjà suffisant. Donc, elle retourne quoi? Elle retourne role, l'enum_role.values. Donc, elle va nous apporter ces valeurs-là. Et donc là, au niveau de select one menu, donc il va nous afficher déjà select items. Select items, cette liste à la fin S, donc c'est plusieurs par rapport à la liste de ces items-là. Donc, employee controller.role à la fin S, donc ça va nous afficher la liste. Après, pour pouvoir sélectionner, donc par défaut initialement, donc le label initial, c'est choisir le rôle. Sauf si vous ouvrez cette flèche-là à partir de cette flèche-là. Donc, c'est uniquement dans ce cas que vous allez avoir cette liste-là. Si vous ne choisissez rien, donc ça va être nul, détecté comme nul. Si vous choisissez un rôle, donc ça va être défini, bien sûr, par select one menu value égale employee controller.role. Donc, c'est comme si vous avez fait un set de la valeur de rôle qui va avoir la valeur que vous avez sélectionnée. D'accord? Par rapport à l'ajout d'un employé. Après, pour pouvoir récupérer la liste de ces employés, chose que vous pouvez faire au niveau de la même interface et vous pouvez aussi la faire au niveau d'une interface séparée, une interface différente, une autre interface. Donc là, dans cet exemple-là, on a proposé de faire ça au niveau de la même interface. Donc, pour pouvoir récupérer la liste de ces employés, on va devoir utiliser un composant bien connu qui s'appelle le data table, qui nous permet de récupérer des données à partir d'une base de données. On voudrait donc avoir ce genre d'affichage. Pour ce faire, donc ici, donc, on va rajouter au niveau de la page welcome.xhtml la partie relative à la liste des employés. Comment on va le faire? On va créer tout d'abord un panel group, toujours avec le H de point. Vous voyez là, le H de point, c'est à ne pas oublier. Hein. Ça, c'est très, très important. Donc, panel group, qui est une sorte de tableau de 2 colonnes, au niveau duquel on a défini un formulaire, au niveau duquel on a un data table qui va nous permettre d'assurer la récupération de données à partir de la base de données. Comment? À partir de l'expression language, on a fait appel à employeeController.employees, qu'on va voir comment on va donc remplir. Donc, cette liste-là d'employés, on l'a nommée employees. Après, elle a quoi comme variable qu'on va manipuler? Employee. C'est comme si on avait à parcourir cette liste employees et chaque élément, c'est comme si on avait un i, par exemple, pour parcourir for i from telle valeur à telle valeur. Donc ici, à partir de la liste employees, on a un employé, employee. On aura plusieurs colonnes, bien sûr, login, prénom, nom, rôle et actif ou inactif. Pour chaque élément, bien sûr, chaque colonne, on va récupérer des informations. On va récupérer des informations par rapport à chaque employé. Pour nous, chaque ligne, elle est considérée comme par rapport à la variable employé, parce que c'est le compteur qui va nous permettre d'avoir à chaque fois d'employés en cours. Pour récupérer les données par rapport à chaque employé, donc login, donc employee.email.
Il va nous apporter l'email. Le prénom, employee.prénom. Le nom, pareil. Le rôle, même chose. Ici, au niveau d'actif, qui est de type boolean, c'est un peu différent puisqu'on voudrait non pas afficher true et false, mais plutôt afficher les mots oui s'il est bien actif, non s'il n'est pas actif. Donc, on va écrire cette condition-là. Employee.actif est égal à true. Donc, dans ce cas, point d'interrogation, on va afficher la valeur oui. Deux points, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire nous avons la valeur false. Donc, dans ce cas, on aura non. La valeur non. Pour false, on aura la valeur non. D'accord? Ça par rapport aux différentes colonnes. Donc, voici le résultat qu'on voudrait obtenir à partir de ce code-là. Ben, on a maintenant la liste des employés qu'on a manipulée pour pouvoir afficher les différents détails. Maintenant, on voudrait connaître comment on a pu récupérer cette liste employees à partir de la base de données jusqu'au controller. Pour ce faire, ici, le controller, il a comme attribut employees. Sa méthode get, elle contient quoi comme code? Employee service.getAllEmployees. Cette méthode, à partir du contrôleur vers le service, elle a fait appel à la méthode getAllEmployees. Et au niveau du service, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, la méthode getAllEmployees au niveau du service, elle a tout simplement fait appel à la méthode employeeRepository.findAll. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a pu accéder à partir de l'interface à la liste d'employés au niveau du contrôleur. À partir du contrôleur, on a fait appel à la méthode nécessaire au niveau du service. Et au niveau de notre service, on a fait appel à la méthode déjà prédéfinie employeeRepository.findAll pour récupérer la liste des employés finalement. Est-ce que ça va, Laouled? Vous me dites si ça va, voilà s'il y a des questions. Ça va? Oui, madame. Pour pouvoir supprimer maintenant un employé, donc on a rajouté ici, on a proposé de rajouter pour chaque utilisateur, pour chaque employé, un bouton supprimer pour pouvoir le supprimer. Comment on va pouvoir coder ça? Et ça, c'est l'interface qu'on voudrait obtenir. Comment on a pu voir ça? Au niveau de la page Welcome, on a rajouté une colonne par rapport à la suppression. Value supprimer. Ben, le bouton, il va lancer quoi comme action? Employee controller.remove employee à partir de quoi? Puisque notre unité, c'est l'employé. L'élément en cours, c'est employé. Donc, employee.id pour pouvoir être sûr qu'il s'agit de l'ID de l'employé en question. Au niveau du contrôleur, cette méthode appelée, remove employee, elle a fait appel tout simplement à la méthode employeeService.deleteEmployee by ID à partir de l'ID. Bien sûr, on a fait appel à la méthode nécessaire à partir de repository. Pour la partie modifiée, on a proposé de rajouter ici un bouton afficher qui va nous permettre d'avoir la totalité des informations affichées ici au niveau du même formulaire qu'on peut utiliser pour l'ajout et qu'on peut utiliser pour la mise à jour d'un employé. C'est une façon de faire. On aurait très bien pu faire d'une manière séparée les ajouts, la modification, la suppression. On a ici proposé de les faire au niveau de la même interface. Donc, en cliquant sur le bouton afficher, les différentes informations de l'employé en question, elle va s'afficher, les informations vont s'afficher et vous allez pouvoir les manipuler, les modifier, etc. Cliquant sur le bouton mettre à jour, donc il y a un jour de l'employé en question. Si vous désirez insérer de nouvelles informations et ajouter un nouvel employé, vous pouvez également le faire. Le code qui va être lancé à partir de la méthode afficher et mettre à jour ou bien ajouter. Donc ici, le bouton afficher va lancer la méthode employeeController.displayEmployee pour pouvoir l'afficher. Par contre, la méthode, le bouton mettre à jour employé, il va nous permettre de lancer l'action controller.updateEmployee. Côté controller, donc on va définir un ID, employee ID to be updated pour savoir s'il s'agit d'un employé qu'on va
qu'on va modifier ou bien à partir du formulaire si on doit ajouter un nouvel employé. Display Employee, ça va permettre de travailler sur le formulaire en cours pour pouvoir modifier les différentes données à partir de l'employé récupéré. Ici, au niveau de Update Employee, on va donc faire appel à la méthode employeeservice.add or update employee qui, elle va nous permettre de reconnaître s'il s'agit d'un ajout ou bien d'une modification à partir de l'employee ID to be updated. S'il y a un ID, c'est qu'il s'agit d'une modification. S'il n'y a pas d'ID, c'est qu'il s'agit d'un ajout d'un nouvel employé. Donc ici, l'employé, ici, ça c'est le constructeur qu'on va utiliser. On devrait avoir également un constructeur avec ID pour pouvoir assurer tout ce qui est modification. Donc ça, c'est important à rajouter au niveau de l'entité employée pour que ça puisse fonctionner. Donc, bilan qu'on voudrait avoir ici au niveau de nos navigations par rapport au TP-JSF, qui lui choisit de travailler sur quelques fonctionnalités de timesheet en les présentant côté web. D'accord? Donc, vous terminez les différentes parties, bien sûr, par rapport au timesheet, ça c'est sûr, mais on va tester quelques-unes par rapport à la partie web, comme vous voyez ici. Donc, l'objectif, c'est d'avoir quoi? C'est de pouvoir naviguer entre les différentes pages. Ici, ça, c'est la page Welcome qu'on a enrichie aujourd'hui à partir des deux parties qu'on vient d'évoquer. Lesquelles? Donc, on voudrait créer deux liens hypertextes. Ici, gérer les employés pour avoir la page qu'on a expliquée ici. Donc, lister la liste des employés, le bouton supprimer pour pouvoir supprimer un employé donné, le bouton modifier pour pouvoir modifier l'employé en question, et ici, le formulaire qui permet soit de faire la mise à jour d'un employé si j'ai sélectionné déjà un employé, soit de faire l'ajout de l'employé si on voudrait ajouter un nouvel employé. Après, il y a la deuxième page, ajouter un contrat à un employé. Donc là, donc ceci est le tableau à partir des différents employés et on pourrait rajouter un contrat, créer un nouveau contrat et l'ajouter à un employé. Voici les deux exemples de deux pages que l'on voudrait tester déjà. Comment pouvoir créer déjà les liens hypertextes, navigation? À partir de la page welcome.html, on va rajouter h2.link, toujours avec le h2. Parce que c'est par rapport à quoi? Le h2, la blette. Les balises propres à GSF. Est-ce que c'est propre à GSF ou est-ce que c'est du HTML adapté à GSF? HTML adapté à GSF, non. Très bien. Voilà. Donc là, le h2.link, c'est pour pouvoir créer un lien hypertexte à partir de la page en question et vous pouvez également y définir la valeur que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez afficher par exemple le texte de gérer les employés pour dire que l'outcome, la page que vous voulez avoir, c'est /pages/admin/gérer employé par exemple. Même chose pour la gestion des contrats, par exemple. Donc ici, vous voyez src/main/webapp, au niveau de laquelle on a le dossier pages, au niveau duquel on pourrait définir l'espace admin, par rapport auquel on a défini les pages welcome, gérer employee et ajouter contrat. Les chemins doivent toujours résonner par rapport au chemin absolu webapp. Ils doivent toujours être relatifs à webapp. Ça, c'est très important à voir. OK? Donc, finalement, pour résumer, donc, ici, on a besoin d'avoir déjà notre TP JSF d'authentification. Donc, on a la partie cloud qu'on vient d'expliquer. Ça, c'est le homework
de cette semaine. Et bien sûr, en ayant la totalité des services qu'on a déjà définis au niveau du timesheet, déjà prêts à être testés à partir des interfaces. Est-ce que ça va déjà? Oui, ça va. Ben, ok. En attendant, donc de vous laisser le temps de travailler sur le projet, donc je voudrais voir le travail de quelques-uns par rapport au TP de l'autre fois, c'est-à-dire la page de login et la redirection vers la page Welcome. Donc, je voudrais commencer par Sondes. Sondes a visiblement quitté la réunion. Wassim. Wassim, est-ce que vous nous entendez? Khalil, est-ce que tu as un travail à nous montrer? Non. Karim, Femi, est-ce que tu as un travail à nous montrer? Karim, est-ce que tu as un travail à nous montrer? Bonjour, madame. Bonjour. Le travail par rapport au travail à rendre. Oui, par rapport à la page de login, JSF. Je l'ai envoyé, mais je peux pas le montrer maintenant parce que je suis par téléphone. C'est important d'avoir votre machine pour montrer votre travail. Ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois parce que ça fait partie de la note de contrôle continu. Oui, oui, je peux. كنستناني شوية madame. Vas-y. D'accord, هتفتح le PC. Entre-temps, est-ce qu'il y a des volontaires pour montrer leur travail par rapport à la page de login? Madame Nassim, Vas-y, hein, Mohamed, je vais arrêter le partage et tu peux partager ton écran. Hein. Madame, c'est bon, هكا. Oui. هذه partie interface. Tu peux parler en français, s'il te plaît, Mohamed, pour tes camarades, hein, pour qu'ils puissent comprendre par la suite la vidéo. Donc, pour l'interface, c'est la page d'accueil. J'ai intégré la framework CSS Bootstrap pour mieux améliorer l'interface. Donc, ceci est le formulaire de connexion. J'ai déjà un employé dans la base de données. Donc, j'entre l'email et le mot de passe. Donc, tout d'abord, je vais essayer un mot de passe incorrect. 1, 2, 3, par exemple. Connexion. Erreur. Est-ce que tu as lancé l'exécution de ton application? Normalement. Donc, je vais arrêter, essayer une autre fois. Voilà, des cartons. 1, 2, 3. Voilà. Login failed, please check your username and password. Et si j'essaie d'entrer le mot de passe correct, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connexion, voilà, je suis redirecté vers la page de Welcome. Bonjour Mohamed Nasri, etc. Mohamed est donc l'adresse email et le bouton de connexion.
Mhm. Si je clique dessous, en dessus, je retourne à la page d'accueil. Donc Mhm. voilà, donc c'est tout. Mhm. Et tu peux leur montrer, donc montrer à tes camarades au niveau du code source. Qu'est-ce que tu as D'accord. créé? Donc, madame le contrôleur ou bien le Les fichier. différentes parties, déjà. Il faut toujours D'accord, donner un récap par rapport à ce que tu d'accord. as. Donc, tout d'abord, j'ai le package control qui contient les contrôleurs, le Mhm. package entity qui contient les différentes entités, Mhm. le package repository et le package service. Et Mhm. enfin, le package utile qu'il معني حطيت فيه le rôle, l'entité Mhm. rôle. Le mieux. Mhm. Mais commençons par le contrôleur. Pour le contrôleur, j'ai ajouté les quatre annotations, scope, controller, LB, name et join. Et j'ai Mhm. deux méthodes principaux, do login et do logout. Et pour Mhm. les vues correspondantes, sous le Mhm. dossier source main web app page ou bien directement login.xhtml. Mhm. Voilà, c'est le formulaire ici. Voilà, comme ça. Et j'ai ajouté les classes de Bootstrap. Mhm. Ou au niveau de quel dossier? Euh, le template. Le dossier Mhm. template contient le footer et le header et le template. Ici, dans le template, j'ai ajouté le link vers le fichier CSS de Bootstrap Mhm. et les bibliothèques JavaScript. Et Mhm. enfin, pour les pages, on a la page admin sous page admin, Mhm. welcome, qui contient tout simplement le message d'accueil et le bouton de connexion. Mhm. Très bien. Euh, d'accord. Et ici, au niveau de employee controller, point login. Donc, par exemple, ici, bonjour employee controller, point login. Donc, on est en train de faire appel à quoi, Mohamed? Euh, D'utiliser le langage Expression Language et Mhm. d'appeler la méthode login de le contrôleur. Contrôleur, employé, contrôle. Un point login, non. Moi, je suis la méthode. Non, non. Ah, bonjour. Ah, non, non, non. Le login, c'est l'attribut login, c'est l'email. Donc, on est en train de faire appel à D'afficher. quelle méthode? Euh, get login. Get Voilà, login. get login. Voilà. D'accord? D'accord. Très bien, très bien. Merci. Euh, merci. Est-ce Ben, que euh, je peux terminer, arrêter le. oui, 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 merci. D'accord. Très bien. Ben, euh, normalement, Semi, est-ce que tu as ton PC? Est-ce que tu as un travail à montrer? Oui, madame, c'est le même, mais je peux le montrer. Allez, tu peux partager ton écran. Vas-y, hein. D'accord, madame. Juste لحظة برك PC il est très lent, madame. Allez, tu peux partager ton écran. Vas-y, hein. Et lequel tu as un travail à montrer. D'accord. Ben, une remarque très importante, là, Laure, en déposant votre travail au niveau du classroom, je dis et je redis qu'il faut avoir un petit compte rendu, un petit fichier à insérer à part votre projet
qui contient le code source de votre travail, il est impératif de mettre des imprimes écran par rapport à votre travail, par rapport à chaque étape, d'indiquer où est-ce que vous êtes arrivé, donc de mettre les imprimes écran avec votre propre euh, écran, vos propres interfaces, votre propre base de données. Et ce n'est pas grave si donc vous vous êtes arrêté à un certain niveau du projet. Donc il est beaucoup mieux de mettre un projet que vous avez donc déjà commencé à travailler plutôt que de ne pas mettre de travail parce que ça fait partie de la note de contrôle en continu. Donc c'est important d'avoir donc, du travail à rendre, ça c'est déjà très important, mais il est aussi important de déposer un compte rendu par rapport à chaque travail en indiquant où est-ce que vous êtes arrivé, les imprimes écran par rapport à chaque partie et l'exécution de chaque partie. D'accord? Donc, ça c'est très important. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au projet timesheet, par rapport à la partie JSF? Madame, Anna, j'ai un problème, si vous pouvez m'aider. Ben, vas-y. Je partage mon écran. Oui. En attendant, Samy. Et normalement, normalement, on n'attend pas maintenant. Normalement, vous savez déjà que il faut avoir maintenant vos PC déjà, votre STS lancé. Maintenant, dès que on vous pose la question, est-ce que vous avez du travail à montrer? C'est que vous montrez directement votre travail si vous en avez. Maintenant, normalement, on n'est pas connecté avec nos téléphones pour voir un cours, alors que il faut montrer son travail, hein. Oui, oui, voilà. Et juste, j'ai des problèmes avec mon PC, c'est pour ça. On vous attend encore les 2 minutes, le temps que Bahé nous montre son problème. Vas-y, Bahé, hein. Oui, déjà, je suis prêt. Vas-y, Bahé, hein. C'est quoi le problème? On ne vous entend pas, Bahé, Est-ce que vous êtes en train de parler? Désolé, madame. Mhm. J'ai dit que ça m'affiche toujours cette erreur-là, page d'erreur. Malgré Bahé, j'ai tout retour fait. à STS. Retourne à STS. Double-clic sur le mot console. Ah, Est-ce que ça vous affiche des erreurs ici, là, non, en haut, là? Vous êtes là? il n'y a pas d'erreur. Mhm. Les interfaces, là? Mais les interfaces. Et login.html, normalement. Là, double-clic sur le mot login.xhtml. Ok. Madame, j'ai essayé avec une autre page, avec une méthode simple, Et, mais ça ne fonctionne pas. tu peux commencer déjà par arrêter l'exécution du projet. Et relance l'exécution. C'est bon. بهتره. شبيك حطيت سلاش هيلو normalement. Moi, j'ai essayé avec une autre page, madame. حط Ah, voilà. directement slash l'emplacement de la page de login.jsf.
ديريكتومون على خاطر application.properties حطيت application.properties هذه. allez application.properties جرب لوكال هوست كاهو من غير سلاش تايم شيت. quatre-vingt 82 لا يخدم مادام راهو هيك عندي دي ok ميثود اخرين ok تاع امشي الافيشاج. للنافيغاتور ترى slash timesheet slash servlet slash login c'est au niveau de web app directement c'est ça là اي tu mets login.jsf هي بوان اكس اتش تي ام ال les مادام. .jsf ici par rapport à l'exécution اي pour faire en sorte à ce que vous ayez comme affichage tout ce qui est nécessaire par rapport à la partie GSF. Et toujours éviter d'essayer la navigation normale. Il faut toujours opter de préférence la navigation privée pour ne pas avoir les anciennes exécutions. Voilà. c'est bon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas madame. Navigation privée, direction ok. de la navigation privée. ارجع لي الاس تي اس double-clic sur le mot console. Honnêtement, tu as un problème par rapport à votre base de données. Donc, tu ne l'as pas supprimé pour pouvoir relancer encore une fois la partie exécution pour avoir la totalité des parties relatives à l'entité. Il faut supprimer la base de données Behé, recréer une base de données ayant le même nom et Madame, fais suffix SMJSP ou à la point JSP? au niveau de application.properties, Ouais. il y a une erreur Behé, oui. par rapport à l'application.properties. Il y a suffixe et .jsp. Voilà. Madame, c'est quoi le rapport avec la base de données وين الباج ما فيها حتى شيء باش تاخذ من base de données. Par rapport à l'employé, on a rajouté des éléments par rapport à l'employé pour pouvoir travailler sur la partie de login. On a apporté quelques modifications et on a rajouté معناتها نورمالمون حتى الميثود هذيا مثلا ما تمشيش طول. عملت هذيا باش نجرب بها اسكو سيرفر كونيكسيون مع الباز دو دوني تمشي ولا ايه. لا خاطر tu dois relancer هنا le projet. ايوه. En tout cas, انت توا tu me supprimes la base de données, تعاود تصنع une base de données ayant le même nom وتعاود تلانسي l'exécution, d'accord? Ou trois liken c'est bon. Autre remarque très importante, il va falloir toujours désactiver, arrêter le process avant de relancer un nouveau process. Hein? Ça, c'est très important aussi. Voilà, madame Rite, هذا retrieve all employees تخدم malgré la modification. Voilà. توا طرحت لي login.jsf. Donc, comme on dit, par rapport à la structure de votre base de données déjà. On n'aimait pas مادام ما تنجمش تكون تاع باز دوني خاطر ما عندها حتى دخل في اللوجين.
هذه مشكلة راوتينج هذا عنده تاع لي روت جرب حتى فصل هذايا مادام هلو يمشي بوان اتش تي بكل ام ال شيء. ما فيها حتى شيء، كان الاخرى فيها معناتها بارابور لومبلويي، هذايا ما فيها حتى شيء، فيها Oui, جوست. comme tout à l'heure, on a rajouté مثلا l'attribut logged in ou les différents éléments معناتها qu'on a rajouté معناتها on a apporté des modifications par rapport les entités معناتها quelques attributs. وإحنا on a choisi le mode update au niveau de application.properties. هذاك علاش il est important de redéfinir votre base de données avant de travailler sur celle-ci. باهي d'accord? داكور. Ben, est-ce que tu peux arrêter le partage ben, le temps que tu supprimes اي ton call ou Semi, vas-y. Hein. Oui, madame. Tu as lancé le partage, Semi? Oui, madame, c'est bon. Oui, vas-y. Hein. Donc, d'accord, voici l'exécution. C'est juste la page login. Tu as tapé quelque chose d'erroné, par exemple. Donc, j'ai déjà un compte par rapport Allez, tu peux l'employé. maintenant laisser la partie mot de passe vide ou cliquer sur le mot connexion. Ouais. Voilà. Donc, login fait. Please check your Bien. Ça, username. c'est important. Hein. Ça, c'est important à voir. Voilà. Oui. C'est bien. Donc, je vais taper un mot de passe incorrect. Voilà. B, correct. Ça va aussi générer une erreur. Correct. Donc, bonjour, c'est Nick.ok. Voilà. B, côté code. Semi. Donc, côté code. Au niveau de application.properties, par exemple, on a vu les différentes pages. Qu'est-ce qu'on a utilisé au niveau de application.properties? Il est où le fichier? Donc, le ressource. Donc, il sert à quoi ce fichier-là? Ce fichier sert à lier à relier notre application avec notre base de données. Est-ce que c'est sa seule fonction? Est-ce qu'il permet réellement de lier l'application à la base de données? Non, 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 elle a plusieurs. Donc, ici, on a la liaison avec la base de données. Ici, on peut identifier le port. Ici, GPA Hibernate, c'est notre OLM, ce qu'il va nous permettre notre application à mapper nos objets. Aussi, les logging pour définir les logs. Et les parties préfixes, suffixes, etc., elles sont où? Ah, je ne les ai pas. La web configuration, elle est où? Ou la configuration du serveur? Comment? Non, je ne les ai pas définis, madame. Ah, c'est important à définir, sinon ça va poser par la suite des problèmes. Et application.properties, il est un fichier de quoi? Qui peut répondre? C'est mis voilà quelqu'un d'autre. Comment dire un fichier de quoi, madame? C'est par définition application.properties, c'est un fichier de quoi? Il est relatif à quoi? Il faut donner une phrase complète. C'est un fichier de configuration. Par rapport à quoi? Femi, tu as quelque chose à rajouter? Non, madame. Je pense que c'est par rapport au routing. Non. برشا حاجات مادام سيرفور باز دو Plusieurs choses, دوني. Il est relatif à quel outil? Spring Boot. Voilà, tout Spring Boot. simplement. Mais directement, il faut répondre application.properties. Qui dit application.properties dit Spring Boot, déjà. Oui, oui. Donc, application.properties, c'est un fichier de configuration relatif à Spring Boot. Tracémi, avant l'utilisation de Spring Boot, on avait quoi comme fichier de configuration qu'on n'utilise plus avant l'utilisation de Spring Boot, avant la séance de Spring Boot? Qu'est-ce qu'on avait à manipuler? C'est le config.
Attends. Ouais, le web.xml. Est-ce que Non? c'est le web.xml? Tac. Est-ce que quelqu'un d'autre Ah, veut non. répondre? دخلت عليه C'est برشا quoi la والله. question, madame? Avant l'utilisation de Spring Boot, on avait quoi comme fichier de configuration autre que... POM.xml. Hmm? POM.xml Le ولا .xml, on l'a toujours. Non, non, ولا non, log4j.xml. Voilà, log4j.xml, par rapport à la Log4j. journalisation, par exemple. Voilà, donc déjà, il nous permet de ne pas donc avoir plusieurs fichiers, comme le fichier log4j.xml par rapport à la journalisation. Par exemple, on aurait eu, comme ici, par rapport à la persistance, on aurait eu persistence.xml, un fichier de config, etc. Donc déjà, Spring Boot, c'est un outil qui nous permet de ne pas avoir plusieurs fichiers de configuration. Donc, ça résume plusieurs configs au niveau d'un même fichier. D'accord? D'accord. D'accord, merci Samy pour le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions, Laoulet? مادام أنا باقي نفس المشكلة. Je vais juste arrêter l'enregistrement, voir avec toi, Behé. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, l'examen sera pratique. Il y a la même question qui est posée à chaque séance, ou à chaque séance je réponds, je reprends. Concentrez-vous une fois pour toutes, à quelqu'un je réponds une seule fois ou je n'ai plus à reprendre ça. Donc, dès qu'on aura l'information officielle, on vous la communiquera. D'ici là, on est prêt pour la partie pratique, pour la partie théorique. On est en train de travailler sur les deux pour être prêt pour les deux possibilités. D'accord? D'accord, madame. Merci Ok. et bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Tu peux partager ton écran, hein. Merci.